Avant de commencer, je précise que cette vidéo, elle s'adresse plus aux joueurs 3 quarts et aux entraîneurs 3 quarts plutôt qu'à des amants parce qu'on va parler des lancements de jeux sur mêlée et de comment est-ce qu'on les réalise. Je pensais en fait connaître les lancements de jeu derrière et être bon pour pouvoir prétendre être un entraîneur, c'est-à-dire que je faisais comme tout le monde, je séparais la ligne d'attaque en deux. Je mettais par exemple sur une mêlée 4 attaquants à gauche et 2 attaquants à droite sans trop savoir pourquoi et je disais on attaque le côté faible. Évidemment, j'avais un ou deux lancements sur les mêlées tout à droite ou tout à gauche. Et ça marchait relativement bien, c'est-à-dire qu'on breakait la ligne entre 6 et 7 fois sur 10. Si je dois faire des statistiques, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça devait être à peu près ça. Et donc je trouvais que c'était déjà pas mal. Mais vous connaissez les 3 quarts aussi bien que moi, puisqu'a priori vous êtes des 3 quarts. Et donc on est le genre de personnes qui ne sommes jamais satisfaits. Si on nous met un toucher, on va dire non, non, on veut jouer à plaquer. Et dès qu'on passe à plaquer, on dit non, non, moi j'ai envie de jouer à toucher. Et donc moi, c'est un petit peu la même, c'est un peu la même chose quand on entraîne derrière. C'est-à-dire que breaker 6 ou 7 fois sur 10, t'es pas content parce que tu te dis tu peux mieux faire, tu peux mieux faire. Pourquoi est-ce qu'il y en a 3 fois ou 4 fois où on n'est pas efficace? Ça a pas mal travaillé, j'ai beaucoup réfléchi dessus et j'ai vu deux problématiques de pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à breaker plus régulièrement. La première, c'est la faute des 3 quarts, c'est-à-dire qu'ils sont habitués à annoncer un lancement de jeu. Il y a une mêlée qui est sifflée, on annonce un lancement de jeu en disant attention, on fait une cut d'eau, toi tu arrives au milieu et tu viens prendre l'intervalle ici. C'est-à-dire que sans prendre l'information sur la défense, on a déjà programmé un lancement de jeu. Et le deuxième, c'est moi qui n'étais pas bon, c'est-à-dire que je ne devais pas être bon dans ma pédagogie, dans la façon d'expliquer les choses et de faire passer mes messages pour pouvoir réussir à leur faire comprendre que l'importance stratégique d'un lancement de jeu en fonction du placement de la défense adverse, c'est ultra important. Je vais partager avec vous la façon dont j'ai essayé de remédier à ce problème pour essayer de faire prendre conscience de l'importance stratégique pour les 3 quarts, de l'importance tactique et surtout d'augmenter en fait son nombre de breaks et son nombre de franchissements sur les lancements de jeu pour ne plus se contenter de 5, 6, 7 breaks sur 10, mais d'augmenter son pourcentage, que en fait ça soit juste des mauvaises réalisations techniques qui font qu'on ne break pas ou qu'on n'attaque pas la bonne zone. Je suis parti d'un constat assez simple, c'est-à-dire que si on demande à nos joueurs ou si vous vous demandez en tant que joueur comment est-ce qu'on défend sur une mêlée qui est comme ça, par exemple au centre, avec 3 attaquants de chaque côté, là, il va y avoir un capharnaüm de réponses qui vont dire « Ouais, moi je pense que ceci, moi je pense que cela, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. » Et ça, c'est toute la problématique, c'est-à-dire qu'on n'est pas précis derrière. Nous, en tant qu'entraîneur, et là c'est notre faute en tant qu'entraîneur, on n'est pas précis puisqu'on ne vous forme pas à être bon tactiquement et stratégiquement. Il faut savoir que tous les lancements de jeu sur n'importe quelle mêlée, il peut y avoir des breaks, il y a des zones de break et que même si c'est bien défendu, il y a des zones de break ailleurs. Si c'est mal défendu, on peut breaker en intention. Si c'est bien défendu, il y a quand même une zone à aller chercher et à attaquer. Et donc, tout l'enjeu de la formation, ça va être de vous faire comprendre et aux entraîneurs ou aux joueurs qui veulent suivre la formation, comment est-ce qu'on se positionne et de partir de la défense en se disant « Ok, comment est-ce qu'il faut défendre sur une mêlée qui est positionnée à tel endroit avec les attaquants qui sont positionnés ici ?» Parce que c'est ça le plus compliqué en fait, c'est ok, le 9 s'il vient défendre sur le premier attaquant, qui est-ce qui va défendre s'il y a un départ 8-9 de l'autre côté? Comment est-ce qu'on va compenser? Et si on doit compenser, ça veut dire que le troisième rideau doit compenser. Il faut réussir dans un premier temps, c'est le cadre que je pose dans cette formation, c'est à partir sur un cahier de distribution défensive. C'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit de la mêlée, j'ai découpé le terrain en 11 zones. En 11 zones, sur chacune des zones, les placements offensifs peuvent être différents. Et donc, j'ai commencé par répertorier et par définir ce qu'on va appeler la distribution défensive. C'est comment les joueurs vont défendre et doivent défendre en fonction du positionnement d'attaque adverse. Une fois qu'on sait comment défendre et qu'on sait pourquoi est-ce qu'il faut défendre comme ça devient tout de suite plus facile d'attaquer puisque quand on se positionne en attaque, on va regarder la défense comment elle est. Si la défense est mal positionnée, on sait automatiquement quelle zone on doit agresser et comment est-ce qu'on va y arriver. Je pense que c'est un enjeu primordial dans la formation des joueurs de très rapidement construire et se construire son répertoire pour avoir ce langage commun quand on va défendre ou quand on va attaquer à partir de mêlée, puisque c'est ce qui va participer à la construction d'un joueur, ce qui va participer à sa capacité à s'adapter stratégiquement sur le terrain en temps réel à ce qu'il va voir. Et ça va être le gros souci et la différence entre la tactique et la stratégie. La tactique, c'est les plans tactiques, c'est ce qu'on va faire avant le match, c'est-à-dire qu'on va dire « Ok, on attaque comme ceci, on fait cela, etc. » Et la stratégie, ça va être la capacité des joueurs à s'adapter à ce qu'ils vont voir au positionnement de l'adversaire en temps réel. Et donc, il faut développer cet aspect tactique chez les joueurs pour pouvoir
derrière les amener vers de la stratégie. Et c'est ce que je vais vous montrer un petit peu plus tard dans cette vidéo. Là, c'est le plan de fonctionnement pour essayer de quadriller en fait la façon dont une saison va se dérouler et dont il faut essayer d'amener les joueurs vers la plus grande autonomie possible. Les joueurs, eux, ils vont se construire sur plusieurs années. Nous, quand on les entraîne, on a une saison généralement pour les construire si c'est des jeunes, 2 ou 3 saisons si c'est des seniors. En fait, de toute façon, quand on entraîne, c'est des cycles. Donc, on fait des cycles et ensuite, on va dans un autre club généralement. Donc voilà, on est parti sur la présentation de la formation. Pour classifier le terrain, j'ai utilisé du coup 3 zones. C'est les 3 zones qu'on utilise habituellement avec la zone de sortie de camp dans laquelle on va retrouver tous les patterns de sortie de camp. Les lancements, ils vont être généralement sous forme de chaîne à 1 ou 2 temps max et derrière du jeu au pied, ou des fois on peut attaquer une zone très large, ça va dépendre. Et il va falloir définir la stratégie du jeu au pied, c'est-à-dire est-ce qu'on vient chercher la touche, est-ce qu'on tape loin devant, le positionnement des joueurs, est-ce qu'on est droitier, gaucher, comment est-ce qu'on va répartir les joueurs. Derrière, il va y avoir la zone de construction. L'objectif, c'est de sanctionner les erreurs de placement adverse. On le fait aussi dans toutes les zones de sanctionner les erreurs de placement adverse, mais ça va être plus valable encore dans la zone de construction, puisque dans la zone de construction, ils sont obligés de couvrir le 3e terrain et nous, on peut se permettre d'envoyer plus de jeu que quand on est à 5 mètres de sa ligne d'un but. On va avoir du coup de nombreuses possibilités pour attaquer et il va y avoir une analyse stratégique des joueurs en temps réel. L'objectif là, ce n'est pas des patterns de sortie de camp, ça va être de retrouver des patterns d'attaque. Il va falloir qu'on essaye de mettre nos 3 quarts dans une situation confortable qu'ils connaissent et qu'ils auront répété des dizaines et des dizaines de fois sur des skills à l'entraînement pour automatiser en fait des conduites pour réussir à breaker. Il va falloir faire bouger le R3 si on veut déplacer le jeu au pied et surtout il va falloir comprendre comment est-ce qu'on défend et comment est-ce qu'on sanctionne le mauvais placement ou même le bon placement parce que quand les joueurs sont bien placés, on peut toujours sanctionner le placement des 3 quarts adverses. Et dans la zone de marque, ça va être des lancements qui vont être plus directs, qui vont être exécutés avec énormément de vitesse. C'est le principe. Et ça va être des patterns sous forte pression temporelle. C'est-à-dire que ça va être des patterns beaucoup plus simples, mais avec énormément de pression où on doit réagir au dernier moment. Pour attaquer, du coup, on va avoir ces 11 zones dans lesquelles il peut y avoir des placements différents en attaque et donc du coup en défense. L'objectif, c'est de connaître la distribution défensive de chacune des zones pour comprendre l'attaque et construire ces patterns d'équipe, ce que je vais appeler des patterns d'équipe. Donc les patterns d'équipe, ça va être les situations confortables qu'on va automatiser et qu'on doit retrouver. Dans la formation, on retrouve plus de 400 lancements qui sont analysés et regroupés puisqu'on s'aperçoit que toutes les équipes ont plus ou moins les mêmes lancements avec des petites variantes, mais surtout en fait tout est tellement analysé et détaillé sur la distribution défensive qu'il n'y a pas 36 solutions d'attaquer correctement. La seule chose, c'est que sur un niveau inférieur, un niveau plus amateur, ça va être beaucoup plus facile de sanctionner des erreurs de placement si on connaît la façon dont les joueurs doivent être placés et comment le sanctionner qu'à un niveau professionnel où ils font plus ce genre d'erreurs. Il va y avoir les patterns de sortie et les lancements. Il va y avoir les zones de break et les zones mortes. Donc les zones de break, c'est comment est-ce qu'on fait pour breaker quoi qu'il arrive sur une mêlée même s'ils sont bien placés et les zones mortes dans lesquelles on peut jouer au pied. Et les combinaisons, il va y avoir pas mal de combinaisons aussi puisque l'objectif c'est à travers ces combinaisons de retrouver ces patterns d'attaque ou de sortie de camp ou de marque. La façon dont moi je vois les choses, c'est que l'entraîneur il fait une analyse de son équipe. Et derrière, il propose. Quand j'entends analyse de l'équipe, il faut savoir une chose, c'est que déjà, il va falloir identifier les droitiers et les gauchers pour pouvoir placer les droitiers à droite de la mêlée pour quand on joue au pied, qu'on n'ait pas l'angle qui soit fermé, les gauchers à gauche de la mêlée pour que, même chose, on évite de se faire contrer. Les joueurs, ils prennent derrière ce qu'ils veulent prendre parce que de toute façon, c'est des 3 quarts et ils en font qu'à leur tête, ils décident toujours ce qu'ils veulent. Essayer de faire entendre raison à un 9 ou un 10, c'est pas toujours évident. Les joueurs, donc, ils prennent et ils décident en match. C'est eux qui vont faire leur propre choix en match. Et derrière, l'entraîneur et les joueurs ensemble, ils régulent les choix et ils essayent de faire avancer le schmilblick. Et derrière, l'entraîneur, il réanalyse en fait ce qui est sa discussion avec les joueurs, etc. Et il repropose des sorties. C'est pour moi un cercle sur lequel les joueurs sont tout autant acteurs que l'entraîneur sur la façon dont il faut jouer. Il faut leur faire comprendre, il faut partager la vision. Moi, je vois sur la construction d'une saison, je vois ça comme ça. Sur le début de saison, l'objectif, c'est que les joueurs, ils apprennent, qu'ils essayent et qu'ils se trompent. C'est-à-dire qu'ils vont faire des conneries. C'est obligatoire qu'ils fassent des bêtises et qu'ils fassent des erreurs de lancement, de compréhension. Que toujours, allez, une fois sur 3, ils annoncent un lancement de jeu préprogrammé sans avoir pris l'information sur la couverture du R3 adverse, sur comment est positionnée la défense, est-ce qu'il n'y a pas une zone morte, etc. C'est normal, ils ont beaucoup d'informations à gérer. Dites-vous bien qu'il y a 11 zones.
et que sur ces 11 zones, il y a plusieurs placements défensifs en fonction du positionnement de l'attaque. Et donc, ça va faire beaucoup d'informations à engranger, surtout que derrière, sur chacune des zones et des placements, il faut comprendre en fait comment le troisième rideau va bouger ou doit bouger pour sanctionner ou non. Ça fait beaucoup d'informations à traiter et à prendre. En milieu de saison, ils vont automatiser certains patterns, ils vont automatiser certains lancements. Ce qui est normal puisqu'ils ont compris, putain, ça marche super bien quand on est à 10 mètres de notre ligne d'en but et qu'on fait une passe sur le fermé parce qu'il n'y a personne, on gagne 30 mètres à la main. Génial. Derrière, il va falloir réguler du coup ces lancements pour leur faire comprendre que sur un même lancement, une fois qu'on a trouvé une solution, on a tendance à garder cette solution et à se dire ok, ça marche, je fais que comme ça. Mais même si on a trouvé une solution, derrière la sortie après cette solution peut être différente et avoir différentes conséquences. Et donc il va falloir réguler et innover. Et là, pour moi, à ce moment-là, on rentre dans la dimension tactique et stratégique. Dans la dimension tactique, on y est déjà dès le début de saison quand on leur explique pourquoi on va faire les choses et comment est-ce qu'on va le faire. Maintenant, en milieu de saison, pour moi, à partir du mois de novembre, fin octobre, début novembre, j'appelle ça le milieu de saison, il faut qu'il y ait une régulation, une dimension stratégique chez la part des joueurs qui s'adaptent au profil de joueurs qu'ils ont en face et à la façon dont ils vont défendre et dont ils vont se placer pour adapter leur conduite en temps réel. C'est-à-dire que si la mêlée est sifflée, il va falloir qu'ils soient capables de changer de place, de venir se parler en disant « Ok, regarde, ils ont mis leur 10 qui défend à l'aile sur le côté fermé, c'est pas un très bon plaqueur. Nous, on va utiliser notre très bon ailier qui est un gros breaker pour pouvoir jouer un contre un face à lui. » Dimension stratégique. Et derrière, l'objectif, c'est que sur les phases finales, on soit tout le temps capable de gagner du terrain, que ça soit à la main ou au pied. On tente de gagner du terrain à la main. Si la défense est bien positionnée, que ça défend bien, on a la solution au pied pour continuer de gagner du terrain. Il va falloir manipuler la défense et surtout gérer le tempo d'un match. Il y a des moments où on va se permettre d'attaquer tout à la main et il y a des moments où on va se dire « Ok, non, on casse le rythme. En fait, on va chez l'adversaire, on va défendre chez l'adversaire. » Et donc ça, il faut connaître les différentes zones et la couverture d'infos. Comment est-ce que ça se passe pour les joueurs ? Première chose, il faut identifier la zone de la mêlée. Une fois qu'on a identifié la zone de la mêlée, on a le placement tactique qu'on a vu avec son coach, avec ses partenaires, etc. pour être positionné. Prise d'information. En fonction de son positionnement, on prend l'information comment est-ce que réagit la défense. Derrière, on va faire le choix stratégique de la zone à attaquer, éventuellement de la modification du placement. Et derrière, exécution de la stratégie. Ça, c'est pour moi le schéma décisionnel que les joueurs doivent emprunter quand il y a une mêlée qui est sifflée pour se dire « Ok, on fonctionne comme ça ». On prend l'exemple par exemple de la défense en zone 1. Il faut savoir que le 9, il est sur le fermé, puis il bascule sur le premier défenseur côté ouvert à partir du moment où le côté fermé fait moins de 10 mètres. Le 7, il va défendre sur le fermé éventuellement, mais il n'y a pas grand-chose à défendre. Le 8, il défend à l'intérieur du 6. Et le 6, il va venir défendre sur le premier attaquant ou à l'intérieur du premier attaquant si le 11 attaque, puisque le 9 prendra le premier attaquant. Le 10 et le 12, ils commencent légèrement à plat. Le 13 et le 11, légèrement en profondeur, puisque si on a une attaque 8-12 et derrière qu'il y a un jeu au pied, on n'a pas envie de cramer son 13 et son 11 dans le troisième rideau. On a envie de pouvoir se laisser le temps de préparer la contre-attaque. En revanche, il ne faut pas qu'il soit trop loin parce que si on décide d'attaquer large, il faut qu'il puisse venir fermer très rapidement. Et on a le 14 et le 15 qui partagent le R3, en gros à l'angle des 40 et des 15. Si on a plus de 10 mètres, le 9, il va défendre directement, il défend le fermé, puis il peut décider d'être le premier côté ouvert. En revanche, s'il décide d'être le premier côté ouvert, ça veut dire que le 7 va devoir être vigilant sur le fermé pour éviter un départ à 8-9 côté introduction. Le 14, il doit défendre dans le R1, puis dans le R2 ouvert si le 10 passe au R3, si le 10 passe, ou sinon le R3. C'est-à-dire que si le 10 donne directement au 15, par exemple avec une sautée, le 14, il bascule en R2 pour aller couvrir les extérieurs. Et donc c'est 10-12 à plat, 13 en retrait et il double en défense. Doubler en défense, ça veut dire qu'on va défendre sur 2 joueurs en même temps. Il y a beaucoup de choses à voir. Ça, c'est sur la défense en zone 1. Donc déjà, sur la zone 1, en fonction de si le côté fermé fait moins de 10 mètres ou plus de 10 mètres, on va avoir un placement différent. Du coup, vous le voyez qui va influer sur le positionnement et sur la défense des joueurs. Et donc, c'est plus compliqué que ça en a l'air, sachant que sur chaque zone d'attaque, il va y avoir des positionnements et des placements différents. Et le 15, on va dire qu'il est sur l'axe du 10 et des 50. Cette formation dure 3h30, il n'y a pas de blabla, c'est que du contenu, c'est que du contenu avec tous les PowerPoint sur le cahier de jeu, sur la distribution défensive en fonction du positionnement de l'adversaire, différents positionnements en fonction de l'endroit de la mêlée. Sur un endroit de mêlée, il peut y avoir différents positionnements et donc on va défendre de différentes façons.
Ça dure 3h30. Il y a tous les PowerPoint modifiables évidemment pour les adapter à votre jeu, à ce que vous voulez, etc. avec les lancements de jeu. Pour ça, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo pour pouvoir avoir accès à la formation. Et on se revoit bientôt. N'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Tchuss!